le nôtre notamment, depuis un peu plus d'un an et demi, tout le monde parle de ces fameux crimes rituels. Et le chef d'État est le seul à s'être exprimé sur la question. Que fait le ministre de l'Intérieur? Que fait le ministre de la Défense? Que font les différents chefs d'état-major? On ne voit rien du tout. Alors quand on sait que toutes ces personnes bénéficient plus ou moins du soutien politique du Parti démocratique gabonais. Donc on a le droit de se demander, est-ce qu'il n'y a pas une situation d'implosion interne? Est-ce que le président de la République n'est pas là en train de vivre une situation de rébellion interne qui va finir par faire imploser cette fameuse majorité? Et justement, pour collaborer avec ce que vous êtes en train de dire, on se souvient encore de ce cas de crime rituel perpétré donc en Ndiolé, et le ministre Raphaël Ngazouze a été nommément cité. Son audition s'est déroulée à son domicile. Vous comprenez un peu comment fonctionne cette justice, autant pour moi, à double vitesse? C'est la question, cette question je la renvoie directement au ministre de la Justice, premièrement, parce qu'elle aussi devrait donner un peu plus d'élan aux démarches en termes de procédures qui sont appliquées, parce que ce n'est que lorsque des procédures sont régulières et qu'elles donnent un aperçu de ce que le droit est véritablement respecté pour tout le monde et que tout le monde est traité de la même façon. Il paraît difficile que lorsque vous suspectez quelqu'un d'un crime odieux tel que cela a été fait en Ndiolé, que cette personne, vous allez tout bonnement la trouver dans son salon et lui poser des questions. Ça ressemble beaucoup plus à une visite de courtoisie. Or, je ne suis pas un professionnel en matière de criminologie, mais je pense quand même qu'il y a un effet psychologique lorsque quelqu'un est interpellé par les forces de l'ordre. Le fait de se rendre dans un commissariat, le fait de se rendre dans les bureaux du procureur, met l'inculpé ou l'interpellé dans une situation de forte sensibilité qui pourrait l'amener à se confier ou à tenir des propos qui, bien examinés par des professionnels de ce métier, peuvent déceler quelques failles et procéder à d'autres enquêtes. Or, si ça se fait dans un salon, ça paraît, ça ressemble ni plus ni moins à une visite de courtoisie. Ce d'autant plus que lorsque cet élément est rapporté, il y a un rejet de l'efficacité de la justice vis-à-vis des Gabonais. Ce d'autant plus qu'on sait que le ministère de la Justice, comme tout le monde tente à le croire de plus en plus, ne bénéficie d'aucun crédit vis-à-vis des populations. Donc c'est encore un élément de plus qui enfonce la volonté, c'est-à-dire qui diffère grandement de la volonté du chef de l'État qui dit personne ne doit être épargné. Or, on a l'impression qu'il y en a qui sont traités aux petits oignons et d'autres qui sont traités à la matraque. Et ça fait deux poids, deux mesures. Je pense qu'effectivement, vous avez raison. Il lui était bien que lorsque quelqu'un est cité ou mis en examen, qu'il se rende dans les bureaux du procureur de la République. Ce n'est pas au procureur de la République de se déplacer. Je ne sais pas, sauf s'il y a une disposition réglementaire en ce qui concerne les ministres qu'ils doivent être entendus dans leur domicile, mais je ne crois pas. Je pense que la justice est impartiale, la justice est impersonnelle et que dans son application, tout le monde est traité de la même façon. Bon, maintenant, est-ce que Madame Sidonie Oyoue traiterait de la même façon M. Pascal Nkoulou? Ça, c'est pas du tout évident. Je pense que toute autre personne citée dans une situation comme celle-là se serait vue être directement mise aux arrêts et puis bon, conduit, comme ça a souvent été le cas, dans les bureaux appropriés, dans des endroits où des enquêtes sérieuses se mènent. Être invité dans le salon d'un ministre, ça ne me semble pas être la procédure qui permettrait non seulement de donner du crédit à la justice, mais encore et surtout de donner l'impression que nul n'est au-dessus de la loi. Vous êtes un homme politique, qu'on le veuille ou pas. À quoi ça sert ces organes-là déjà? À quoi ça sert la langue, le cœur, le sexe? Ça sert à quoi pour un homme politique? Est-ce que ça vous donne plus de pouvoir? Est-ce que ça vous donne plus d'intelligence? Est-ce que ça vous donne plus de pugnacité? Bon, je pense que ceux qui se livrent à ces pratiques sont loin d'être des hommes politiques. Parce que pour faire de la politique, il faut avoir de la passion. C'est comme dans tous les arts, la politique est une science parce qu'on fait des théories, mais c'est beaucoup plus un art parce qu'il faut vraiment l'aimer. Il faut avoir une passion pour son pays, il faut avoir une passion pour son peuple. Or, tuer ses compatriotes, je ne crois pas qu'on puisse avoir de la passion pour les gens qu'on tue comme ça, juste parce qu'on souhaitait occuper des postes. Deuxièmement, un bon homme politique s'inscrit dans les actes, pas dans la durée. Or, pour perpétrer ces crimes, on pense à la durée. On veut le fauteuil et non pas les actes que le fauteuil pourrait être amené à produire. Je vais donc simplement résumer la situation en disant ce que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, ce sont des hommes qui
pour contourner la difficulté sociale, exerce un métier où il faut beaucoup de passion, il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup d'abnégation, il faut beaucoup de vision. Et sans vision, on ne peut pas faire d'excellentes choses. Et on le voit aujourd'hui. Lorsque vous prenez le ministère de l'Intérieur, vous voyez la difficulté qu'il y a à résoudre des petites situations. Lorsque vous prenez le ministère de la Défense, lorsque vous prenez le ministère de l'Éducation nationale, lorsque vous prenez le ministère de la Santé. Donc, lorsque vous prenez la plupart des ministères, on peut les citer comme ça permet, ces gens n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision pour notre pays. Malheureusement, pour le chef de l'État, qui semblait avoir une vision, il est entouré de gens qui ne peuvent pas répercuter. Je crois que tout le monde le dit, il faut se rendre à l'évidence, la situation du pays est glissante. Donc, ces gens, c'est des criminels. Ceux qui commettent ces actes, ce sont des criminels, ce ne sont pas des hommes politiques. Et la définition que je peux donner pour me résumer entre un criminel et un homme politique, c'est que le criminel agit par à-coup. L'homme politique agit pour l'histoire. Je ne crois pas que c'est une bonne façon de vouloir entrer dans l'histoire en laissant son nom être associé à des crimes crapuleux. Ce d'autant plus que sur ces crimes-là, il n'y a pas de délai de prescription. Ça voudrait dire que d'ici 20 ans, on aurait tout un autre gouvernement, on aurait une autre majorité, mais que ces crimes pourraient être remis, que ces enquêtes pourraient reprendre et que ces crimes, les auteurs de ces crimes plutôt, répondraient de leurs actes devant la justice. Donc c'est simplement pour leur dire à ceux qui commettent ce type d'actes qu'écoutez, le criminel a beau courir, mais la justice aura un jour son heure et ils répondront de leurs actes. C'est à la fois ce que je voudrais dire aux Gabonaises et aux Gabonais, c'est qu'il ne faut pas désespérer. Il y a un temps pour tout. Il y aura un temps pour leur rendre justice. Et ce temps est peut-être plus loin, comme d'aucuns semblent le croire. Et que tôt ou tard, l'impunité finira. Vous les avez donc tous écoutés, au mieux, vous les avez entendus. Tous ceux qui ont accepté de se prêter à nos jeux questions-réponses pour essayer de vous apporter plein d'informations en ce qui concerne ce phénomène grandissant dans notre pays. Un phénomène, me diriez-vous, d'un autre monde, certes, mais un phénomène que les Gabonais continuent malheureusement de vivre, puisqu'il pointe désormais à nos portes. Et une psychose s'est déjà installée à Libreville. Personne n'accepte plus être embarqué dans n'importe quel taxi, dans n'importe quelle voiture, même si le conducteur ou le propriétaire est votre frère, votre oncle, votre neveu ou votre nièce. Véritable phénomène de société que nous devons tous, quand je dis nous, je pense à tous les Gabonais, que nous devons donc essayer de mettre un frein. On a donc écouté les membres de la société civile. Et si on me demandait à moi de donner une note à ce gouvernement de Raymond Donciman en ce qui concerne donc la politique sécuritaire de notre pays, moi je dirais moins 20 sur 20 à démissionner, au mieux, comme à l'école, à être rétrogradé. Parce que la sécurité va avec le développement. Le bien-être, c'est important pour un pays qui se veut prospère, un pays qui se veut émergent. Bien sûr, c'est le concept à la une depuis un certain temps. Mais malheureusement, cette émergence-là est en train d'être entachée par le sang de nos enfants, de nos frères, de nos pères, de nos sœurs, de nos mères. Ce sang est en train pratiquement de souiller le pays que nos ancêtres ont essayé de nous léguer. Et nous avons cette obligation de léguer le même pays en état aux générations futures. Ce grand reportage, Gabon, crime rituel, le prix du sang, on espère vous a permis d'avoir plus ample information en ce qui concerne ce phénomène. Pourquoi nous avons choisi ce lieu, me direz-vous, c'est bien évidemment la place de la paix. Ici, on construit la paix. Ici, on mange la paix. Il y a certaines personnes à un moment donné qui disaient on ne mange pas la paix. Aujourd'hui, je crois que ces personnes ont compris que la paix doit être mangée, consommée dans toutes les maisons, dans tous les foyers, pour permettre à notre pays de relever les véritables défis qui se posent à lui. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de la Défense doivent véritablement se mettre au travail. S'ils sont incapables, qu'ils démissionnent. Pourquoi pas? Il y a des Gabonais qui attendent, il y a des Gabonais qui sont prêts à servir leur pays, il y a des Gabonais qui en veulent. Le Gabon, c'est notre pays à tous. C'est le seul pays que nous avons. Si les Gabonais ne peuvent plus être
en sécurité au Gabon, ils le seront où? En Guinée équatoriale, au Cameroun, au Congo? J'en doute fort. Le Gabon doit rester l'intérêt, le seul centre d'intérêt qui nous préoccupe tous, quelles que soient nos origines, quels que soient nos partis politiques, quelles que soient nos appartenances, quelles que soient nos sectes, nos sociétés secrètes. Le Gabon doit rester debout. C'est cet appel que nous vous lançons donc au terme de ce grand reportage à tous les fils et filles de ce pays pour que nous puissions conjuguer nos efforts pour faire en sorte que notre pays reste véritablement debout. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire Mano so matili nkele tawa